Bonjour, mon nom est Michel Sauvé. Je suis un volontaire avec le programme de littératie financière de CPA Canada. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation sur la planification de la retraite au Québec. Donc, c'est une présentation qui est en plusieurs étapes, qui prend à peu près 30 à 40 minutes. Donc, au programme, différentes choses. La première, c'est pourquoi faut-il un plan de retraite? Combien devez-vous épargner? Les stratégies d'épargne retraite. Les sources de revenus de retraite, 10 points importants sur la planification de la retraite, les outils et ressources, et il y aura une période de questions à la fin. Donc, au départ, la grande question, c'est pourquoi vous faut-il un plan de retraite? Bien, la première chose, c'est une question de santé. Nous sommes la génération qui a la meilleure santé et la plus grande longévité dans l'histoire. Donc, on n'a pas les problèmes de nos parents et nos arrière-grands-parents. Les prestations versées par l'État ne suffisent pas. Il y a des changements continuels du contexte financier, le régime de retraite des employeurs qui change, la pension de vieillesse et le niveau de REER que nous avons. Et ceux qui ont un plan financier à long terme, généralement, sont moins stressés pour leur retraite. Les questions fondamentales pour la retraite, c'est toujours qu'est-ce que vous voulez faire à la retraite? Essentiellement, c'est qu'est-ce que ça vous prend pour vivre à l'aise, pour remplir vos obligations financières. Ça peut être votre vie à vous, ça peut être aider vos enfants, ça peut être donner un héritage. Donc, maintenir ou améliorer mon niveau de vie. Là, on touche les questions de fiscalité également. Réaliser mes objectifs et mes rêves. Qu'est-ce que vous vouliez faire pendant votre vie active, que vous n'aviez pas le temps de faire et que vous voulez faire maintenant que vous êtes à la retraite? Ce sont ces questions-là que vous devez vous poser également. Les questions fondamentales, bien, le premier facteur à envisager, qui est toujours très important, c'est quand comptez-vous prendre votre retraite? Est-ce que vous visez une retraite à 55 ans, à 60 ans, 65 ans, ou des personnes vont dire tout simplement, moi, je ne prendrai jamais ma retraite. C'est une situation importante parce que ça détermine l'argent dont vous allez avoir besoin pour votre retraite. L'autre question, c'est quel est votre avoir net actuel? Votre patrimoine, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous des REER, un fonds de pension, une maison, des immeubles à revenus, un compte de banque, ou est-ce que vous avez des dettes? Donc, quel est votre état de santé et votre espérance de vie? Actuellement, si on prend sa retraite à 60 ans, on a une espérance de vie à 85, il faut planifier pour 25 ans. Si vous êtes malade et votre espérance de vie est 10 ans, la planification est différente. Donc, quelle est votre situation familiale? La situation familiale aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement papa, maman et des enfants. Souvent, il y a des deuxièmes unions. Vous avez des beaux-parents, vous avez des un gendre, une bru, vous avez des enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit. Comment voulez-vous organiser votre vie à la retraite en fonction de votre famille? Et quel héritage voulez-vous laisser? Est-ce que vous voulez au départ en laisser un? Si vous voulez en laisser un, c'est à qui? Aux membres de votre famille? Est-ce que vous voulez favoriser un organisme de charité? C'est des questions qui sont à déterminer à ce moment-là. La grande question, combien devez-vous épargner? Au départ, on a la règle des 70 %. Votre revenu de retraite devrait être 70 % du revenu que vous aviez au moment de la retraite. C'est une règle empirique. Statistiquement, il y a des personnes qui vont dire que c'est plus, que c'est moins. Ça dépend de vous et aussi de qu'est-ce que vous voulez faire à la retraite. Donc, au niveau de qu'est-ce que vous voulez faire à la retraite, on en vient. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos rêves à la retraite? Est-ce que vous souhaitez vivre en ville ou à la campagne? Voulez-vous acheter un chalet? Quels sont vos centres d'intérêt de passe-temps? Le jardinage, la voile, le golf, les voyages, ce sont des choses qu'on doit rentrer dans notre budget. Est-ce que vous voulez laisser un héritage? Oui, non. Et à qui? Et combien voulez-vous léguer à votre succession? Il y a des personnes qui vont dire, s'il en reste, s'il en reste. Il y en a d'autres qui vont dire, bien, je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants aient des sous pour plus tard. La règle des 70 %, c'est 70 % du revenu brut. On doit, au départ, considérer les régimes de pension du Canada, la pension de vieillesse, le régime de pension du Canada au Québec, la Régie des rentes du Québec, qui sont offerts à tout le monde. Si on a 70 000 $ de revenus, donc 70 % de ce montant-là, on devrait prévoir à la retraite 49 000 $. On ne considère pas 70 % du revenu net.
Service Canada offre des calculatrices de retraite. On en parle plus loin dans la présentation. À ce moment-ci, vous pouvez le mentionner à votre audience pour leur dire plus tard, je vais vous montrer, vous mentionner où vous allez trouver de l'information sur Internet. Donc, la première chose, c'est les stratégies. Donc, si vous n'êtes pas encore à la retraite, la première chose que vous devez regarder, c'est quelles sont vos stratégies d'épargne retraite. Donc, la première chose qui compte, c'est de mettre en œuvre une stratégie d'épargne maintenant. Pas plus tard, commencez tout de suite. Ce que vous voulez faire, c'est augmenter vos revenus et diminuer vos dépenses. Pour ça, ça prend un budget. Donc, la question que vous devez regarder une fois que ça s'est fait, c'est est-ce que je peux me permettre une retraite tout de suite ou je dois travailler plus longtemps, retarder mon départ à la retraite? Ça, ce sont les chiffres qui vont vous le dire. Donc, ce que vous voulez faire aussi, c'est consulter un professionnel de la planification de la retraite. Et j'insiste sur le mot professionnel et non pas quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose. Donc, les choses à conseiller aux personnes qui s'en vont à la retraite, c'est de regarder leur assurance groupe. Dans plusieurs cas, le régime leur permet d'avoir une assurance privée du même montant de leur couverture d'assurance sans prouver leur bonne santé. C'est une chose à offrir aux personnes, leur montrer. S'ils n'en veulent pas, c'est leur choix, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une possibilité qu'ils doivent utiliser à ce moment-là. Donc, à la retraite, quelles vont être nos sources de retraite, de revenus de retraite? Essentiellement, il y a ce qui sont nos régimes à nous. Essentiellement, c'est quoi? Les REER, qui deviennent des FER par la suite, le CELI, nos REER, les REER de notre conjoint, les placements non enregistrés, qui sont des placements à la bourse comme des actions, ça peut être des obligations, des fonds communs de placement. Ça peut être finalement des rentes qu'on a d'une façon personnelle et privée. Ça peut être l'argent qu'on a dans les comptes d'épargne et aussi, ça peut être des revenus d'emploi qu'on a en dehors de notre travail et également, ça peut être aussi des revenus qu'on a des meubles locatifs. Au niveau des prestations de retraite des régimes publics, c'est ce que l'État nous offre. Essentiellement, dans les autres provinces, c'est le régime de pension du Canada, qui est au Québec, la Régie des rentes du Québec. On a la pension de sécurité de vieillesse, quand on atteint l'âge nécessaire. Et pour les personnes qui ont des revenus plus faibles, il y a également le supplément de revenus garanti. Et l'autre, patte de notre trépied, c'est finalement les régimes de retraite des employeurs, si notre employeur en offrait un. Donc, essentiellement, on a des régimes à prestations déterminées qui nous garantissent un montant mensuel à la retraite ou des régimes à cotisation déterminée où l'employeur nous garantissait un montant qu'il mettait à tous les ans pour nous, mais qui ne garantissait pas le revenu à la retraite. Et il y a également des régimes de participation différée aux bénéfices. Il y a des régimes collectifs que je pouvais avoir au travail et depuis 2006, il y a les RVER. Donc, au niveau du régime enregistré d'épargne retraite, comment on sait qu'est-ce qu'on peut mettre dans le REER? Donc, vous devez vérifier l'avis de cotisation de votre déclaration de revenus de l'année précédente. Le montant de vos droits de cotisation y est indiqué. À titre d'exemple, si vous avez des droits de cotisation de 10 000 vous avez une cotisation de l'année en cours de 10 000 l'économie d'impôt sur le revenu que vous avez, si votre taux marginal d'imposition est 30 c'est 3 000 Si votre taux marginal est plus élevé, donc c'est le taux marginal multiplié par votre contribution. Donc, la question qui est toujours importante que peu de personnes font, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le remboursement d'impôts qu'on a. Donc, la meilleure solution, c'est prendre le remboursement d'impôts et s'en servir pour payer d'autres dettes ou tout simplement réinvestir dans son REER pour l'année suivante ou, mieux encore, le mettre dans son CELI parce que ça me donne un coussin qui est également dans une situation qui rapporte de l'argent à l'abri d'impôt. Donc, ce que vous faites, un REER, c'est quoi? C'est un véhicule d'accumulation et l'impôt sur le revenu que vous auriez à payer est reporté au moment du retrait du REER dans une période qu'on appelle le FER. Donc, tous les retraits du REER sont imposés en tant que revenus et rendus à 71 ans, les REER doivent être transformés en FER. Et également, le régime enregistré d'épargne retraite sert à d'autres fins que la retraite.
l'élément le plus important, c'est le régime d'accès à la propriété où vous pouvez retirer de l'argent pour acheter une propriété qui vous sert de résidence personnelle ou encore vous pouvez servir des montants qu'il y a dans votre REER pour un retour aux études également. Un FER, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'autre versant de la colline. Autant pour un REER, c'est un véhicule d'accumulation. Le FER est le véhicule qui est les sommes transférées dans un REER, qui s'en vont dans un FER, et le FER vous oblige à retirer des sommes d'argent chaque année en fonction de votre âge. Donc, vous n'avez pas le choix à 71 ans, l'argent qui est dans un REER doit être transféré dans un FER. Donc, l'autre élément important de votre avis de cotisation, c'est le compte d'épargne libre d'impôt, ce qu'on appelle communément un CELI. Donc, l'avis de cotisation à votre déclaration de revenus de l'année précédente va vous indiquer le montant de droits de cotisation dans votre CELI. Le CELI a commencé en 2009. Entre 2009 et 2012, les droits de cotisation maximum par année étaient de 5 000 $. En 2013 et 2014, c'est monté à 5 500 $. Pour l'année 2015, on est monté à 10 000 $. Et pour les années 2016 et suivantes, le montant a été ramené à 5 500 $. Les avantages d'un CELI, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les retraits. Donc, peu importe quel est votre rendement, que ce soit des intérêts, des dividendes ou du gain en capital. Il y a une cotisation également pour le conjoint de fait ou les enfants de plus de 18 ans. Il y a également des règles particulières sur le CELI sur lesquelles on doit faire attention. Un CELI n'est pas un compte de chèque. Il faut expliquer à notre audience qu'un CELI n'est pas un compte de chèque. Il y a des règles particulières concernant les retraits et il faut prendre au moins 1 minute ou 2 pour l'expliquer. Qu'est-ce que c'est, tout simplement pour éviter des problèmes par la suite. Donc, sans rentrer dans les détails, je pense que tout comptable agréé est capable d'expliquer en quelques mots quelles sont les règles. En plus, finalement, des montants qu'on a pour la retraite ou des rentes, finalement, qui viennent de l'État ou de notre employeur, il y a également des placements non enregistrés. Principal placement, c'est avant tout la maison des personnes, tout simplement, des personnes sur la retraite, leur propriété personnelle ou une propriété locative ou un chalet. En plus de ça, on peut avoir des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou des fonds distincts qui sont des fonds communs de compagnies d'assurance vie. On peut avoir des rentes, on peut avoir des biens immobiliers, autres que des propriétés locatives. Et il faut également tenir compte du calcul du revenu qui est généré par ces biens-là dans la planification de la retraite. Quelle est la différence entre un placement enregistré et non enregistré? Un placement enregistré, c'est un placement dans lequel il y a un régime mis en place par l'État, donc un REER, un CELI, un FER, alors qu'un placement non enregistré est un placement qui n'est pas dans les régimes autorisés par l'État. Donc, au niveau de la retraite, si on veut avoir les prestations de retraite des régimes publics, dans le cas au Québec, nous, c'est le régime des rentes du Québec, la première chose qu'il faut faire, c'est une demande. L'État ne nous verse pas automatiquement l'argent, il faut faire une demande à l'État. À partir de 60 ans, on peut commencer à toucher les prestations mensuelles, mais il faut tenir compte également qu'à 60 ans, il y a une pénalité. On ne reçoit pas la pleine pension qu'on recevrait à 65 ans. Donc, pour ça, plus vous attendez pour recevoir les prestations, plus elles seront élevées. Pour recevoir la prestation de la Régie des rentes du Québec, il faut faire une demande et il faut la faire généralement entre 1 à 3 mois avant le début de la demande. Au niveau du montant que vous allez recevoir, il est basé sur votre revenu. La Régie des rentes du Québec calcule un montant qui va être un pourcentage du revenu que vous avez eu pendant votre carrière et c'est ça qui constitue votre montant à recevoir à la retraite. Donc, au niveau de la Régie des rentes du Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage de réduction de la pension qui passe de 0,5 à 0,6 % par mois pour chaque mois que vous la recevez avant l'âge de 65 ans. Donc, c'est un élément que vous devez considérer à la retraite. Par contre, après 65 ans, qui est l'âge normal de la retraite, pour chaque mois
où vous attendez pour recevoir votre montant de la Régie du Québec, vous avez une majoration de 0,7 % par mois. Et après 70 ans, il n'y a aucun avantage financier à attendre, tout simplement. Donc, à titre d'exemple, si mon âge normal de retraite est 65 ans, je prends ma retraite à 60 ans, la pénalité que j'ai, c'est 0,6 % par mois. Donc, si je le prends à 60 ans, j'ai 60 mois fois 0,6. Donc, j'ai une réduction de 36 % du montant que je devrais recevoir à 65 ans. Par contre, si je prends ma retraite après l'âge de 65 ans, j'ai une bonification de 0,7 % par mois. Donc, si je prends ma retraite à 66 ans, j'aurai 0,7 fois 12 mois de plus au niveau de ma rente de retraite que si je l'avais pris à 65 ans. Au-delà de 70 ans, il n'y a aucun avantage. Donc, pour les contributions au régime des rentes du Québec et dans les autres provinces, le régime de pension du Canada, donc, si vous êtes âgé de plus de 60 ans, les cotisations au régime sont obligatoires. Quand vous arrivez entre 65 et 70 ans, vous avez le choix de cotiser ou de ne pas cotiser. Ça dépend de vous. Et après 70 ans, les cotisations cessent. Donc, si vous choisissez, une fois que vous avez commencé à recevoir votre rente de la Régie des rentes du Québec, de travailler, vous avez droit à un supplément de rente qui va correspondre à 0,1 % du montant du revenu sur lequel vous avez cotisé. Donc, la grande question, c'est quand devrais-je commencer les versements de prestations de ma Régie des rentes du Québec ou dans les autres provinces, le régime de pension du Canada? La question, ça dépend. Il n'y a pas de réponse fixe. Donc, les plusieurs facteurs à considérer, premièrement, c'est votre âge de départ à la retraite. Si vous partez à 60 ans ou à 65, c'est différent. Les cotisations que vous avez mises dans le régime de pension du Québec ou régime de pension du Canada. Pour ce faire, vous pouvez aller chercher sur Internet, faire une demande à la Régie des rentes du Québec pour savoir quels sont les montants que vous devriez recevoir à 60 ou 65 ans. Vous devez également considérer vos économies, vos placements, le style de vie que vous recherchez à la retraite, votre état de santé. Si vous êtes malade, vous prévoyez mourir, entre guillemets, bientôt. C'est mieux de commencer à toucher sa rente maintenant que plus tard, et finalement vos revenus d'autres sources. Donc, au niveau de la sécurité de vieillesse, pour recevoir la prestation de sécurité de vieillesse, il faut en faire la demande, ce n'est pas automatique. La pension de vieillesse, c'est une prestation mensuelle accordée aux Canadiens qui répondent principalement des exigences reliées aux années de résidence au Canada. Dans le cas d'un immigrant, s'il est arrivé au Canada depuis 15 ans, il n'a pas le même montant que quelqu'un qui a toujours vécu au Canada. La règle pour avoir le plein montant est 40 années de résidence au Canada. À compter de 2012, l'année d'admissibilité a changé pour les personnes nées après 1957. Pour les personnes nées avant 1957, il n'y a rien de changé. La hausse graduelle de l'âge d'admissibilité passe de 65 à 67 ans. Il peut y avoir des avantages à reporter l'âge où on reçoit la pension de vieillesse. Si notre revenu à l'âge de 65 ans est plus élevé que le maximum auquel on a droit, et à ce moment-là, le gouvernement reprend une partie de notre pension, on peut reporter au moins sur une année le montant qui n'est pas touché actuellement. Et l'année suivante, quand on est à la retraite, nos revenus sont plus bas, on est en dessous du maximum, on peut recevoir notre pension pour l'année courante et l'année précédente. On ne peut pas recevoir plus qu'une année de pension de vieillesse rétroactive. Donc, parmi les programmes qui existent pour le gouvernement, il y a également le supplément de revenu garanti. Donc, le supplément de revenu garanti accorde des prestations qui s'ajoutent à la pension de vieillesse aux aînés à faible revenu résidant au Canada. Comme les autres programmes, il faut en faire la demande et il faut produire à chaque année une déclaration de revenus. Donc, les conditions
admissibilité sont assujettis aux mêmes changements que ceux qui touchent la sécurité de vieillesse, avec la hausse graduelle de l'âge d'admissibilité à 67 ans. Donc, maintenant, on arrive sur la partie de régime de retraite des employeurs si vous avez eu un régime pendant que vous étiez au travail. Donc, les types de régimes qu'on a actuellement, ce sont un régime à prestations déterminées où l'employeur vous garantit un montant mensuel à votre retraite. Le régime à cotisation déterminée où là, votre employeur met une somme pour vous pendant l'année courante, mais ne garantit pas le montant à la retraite. Ça dépend du rendement que les cotisations auront fait. Donc, il y a des régimes de participation différée aux bénéfices, qui est une entente que vous avez avec l'employeur où il met une partie de ses bénéfices dans le régime, qui est l'équivalent, si on veut, d'un régime de pension. Il y a un REER collectif qui est un REER que vous avez sur une base individuelle, mais qui est regroupé au niveau de l'entreprise. Donc, ce que vous devez faire, si vous avez un régime au travail, c'est d'en profiter. Il y a beaucoup de régimes de REER collectif où l'employeur va contribuer la même somme que vous mettez dans le fonds, dans le régime collectif. Si vous avez un employeur qui vous offre cette possibilité-là, profitez-en, c'est de l'argent gratuit. D'accord. Si vous avez un régime où l'employeur contribue selon la contribution de l'employé, ce qu'on peut avoir à titre d'exemple, si vous mettez 1 000 $ dans le régime qui est sous un régime de REER collectif, votre employeur va mettre la même somme, 1 000 $. Donc, vous trouvez à doubler votre contribution. Par opposition, vous pouvez avoir un régime à prestations déterminées où, à ce moment-là, l'employeur et l'employé vont contribuer la même somme, mais comme c'est un régime qui est à la base fait par l'employeur, l'employé n'a pas de décision à prendre sur la façon dont les investissements sont faits. Il y a un comité, qui est souvent un actuaire, un représentant de l'employeur et dans certains cas un représentant de l'employé, qui vont déterminer le type d'investissement qu'il va avoir dans le régime à ce moment-là. Ce type de régime-là a pour but de garantir à l'employé une rente mensuelle au moment de sa retraite. Mais l'employé n'a pas de décision à prendre comme telle. Donc, les 10 points importants à retenir sur la planification de la retraite, c'est, bon, si elle est bien planifiée, la retraite peut être une des étapes les plus gratifiantes, les plus enrichissantes de votre vie. Donc, à retenir, jamais avant vous, une génération n'a joui d'une aussi bonne santé et d'une aussi longue espérance de vie. Vous n'aurez pas assez des prestations versées par l'État pour financer votre retraite, donc vous devez prévoir un plan de contribution. Vous devez inclure les placements non enregistrés dans votre plan de retraite, que ce soit la maison, le chalet, autres biens que vous avez, compte d'épargne, peu importe. Le patrimoine que vous devez amasser dépend de vos objectifs et de vos rêves. Donc, pour vous, c'est important de les préciser dans votre plan de retraite. Donc, pour être couronné de succès, un plan de retraite doit être réaliste. Donc, réaliste, ça veut dire quoi? Si j'ai 10 000 $ dans mon REER, je ne peux pas générer une mensualité de 5 000 $ par mois. C'est la logique des mathématiques. Donc, envisagez de consulter un professionnel de la planification de la retraite. Donc, vous devez tirer parti des possibilités de report d'économie d'impôt offertes par l'État, les programmes de REER, de CELI, de là l'importance de bien planifier. Pour recevoir des prestations des régimes publics, le régime de pension du Canada, la Régie de rente du Québec, la sécurité de vieillesse ou le supplément de revenu garanti, vous devez faire la démarche. Ce n'est pas automatique parce que vous avez à 65 ans qu'on vous donne la rente. Donc, si vous participez au régime de retraite de votre employeur, vous profitez au maximum des cotisations de contrepartie de votre employeur. Vous contribuez, votre employeur contribue également. Et vous devez prendre en considération tous vos avoirs dans le calcul de votre revenu de retraite, comme par exemple, si vous avez une résidence familiale, éventuellement, vous allez la vendre. Donc, ça vous donne des sommes de plus à investir qui vont produire un revenu. Vous pouvez demander à l'audience si, d'après eux, il y a d'autres montants ou d'autres actifs qui pourraient être considérés dans la liste des biens qui rapportent un revenu.
Donc, au point de vue des outils et des ressources, Service Canada et Revenu Canada ont mis sur pied, sur Internet, des sites que vous pouvez déjà consulter pour commencer déjà à planifier votre retraite. C'est un élément important à faire, puisque quand vous rencontrez un professionnel, vous devez déjà avoir une idée de l'état de votre situation financière et de vos objectifs à ce moment-là. Donc, l'autre avantage, c'est que c'est objectif, c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde qui a une connexion Internet. Ce qui compte dans la présentation, c'est que les personnes aient retenu au moins un ou deux éléments importants sur lesquels vous pouvez discuter par la suite. Les questions et réponses est une partie très importante de la présentation parce que votre auditoire a été captivé et ça pose des questions. Et pour vous, vous devez toujours répondre aux questions. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, mais encore là, soulever les intérêts parce que ces personnes-là vont vouloir venir vous voir par la suite pour encore en discuter. Donc, ne laissez pas tomber l'étape questions-réponses. N'oubliez pas de remercier finalement les personnes qui sont déplacées pour vous rencontrer. Toujours leur dire que vous êtes disponible s'ils ont d'autres questions. Et encore une fois, s'ils ont d'autres sujets qui pourraient les intéresser, toujours leur demander est-ce qu'il y a d'autres présentations qui vous intéresseraient. CPA Canada, avec son programme de littératie financière, a d'autres présentations qui pourraient vous intéresser. Donc, et ne pas oublier de les remercier d'avoir été présents. Merci.